Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur Radio Ems dans Enquête d'intérêt général, l'émission politique mensuelle enregistrée en conditions du direct. Et oui, chers auditeurs et auditrices, c'est pas Philippe, vous l'entendez, c'est pas la voix de Philippe, c'est Franck qui a pris le micro aujourd'hui. On fait un petit coucou à Philippe qui n'est pas là pour des raisons personnelles, mais je suis accompagné de Bernard Tepper. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonsoir, ça va ? Très bien. Voilà, Bernard, il a son rond de serviette, comme dit Philippe. Il est là tous les mois à chaque émission. Et donc aujourd'hui, dans Enquête d'intérêt général, on va parler du logement social. Voilà, le logement social, ça concerne pratiquement tout le monde. Tout le monde est passé au moins, sauf les plus riches, on va dire, sauf les rentiers, mais tout le monde est pratiquement passé par du logement social au moins une fois dans sa vie. Et aujourd'hui, pour parler du logement social, nous recevons Margot Aldebert, représentante du groupe féministe de la Fondation Copernic et co-autrice avec Stella Montebello et Marie-Pierre Vieux-Martin d'un livre sur le logement social qui s'appelle « Habiter pour bifurquer pour un logement public et social » qui a été en préparution numérique en février 2026, qui est dans la collection Les Partis pris de la Fondation Copernic aux éditions du Croquant, et donc il sortira en version papier au mois de mai 2026. Voilà pour la présentation de Margot. Bonsoir Margot. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être avec nous. Et on va commencer par la chronique de notre ami Bernard Tepper sur le logement social. Donc c'est à toi Bernard. Eh bien, comme l'a dit notre ami Franck, notre émission Enquête d'intérêt général se devait, à la suite de nombreux autres sujets politiques et sociaux, d'organiser un débat sur le logement social. Nous y voilà donc. Le coût du loyer représente en moyenne 22% des dépenses courantes d'un ménage, selon l'INSEE. La précarité énergétique touche 3 100 000 ménages, représentant les 30% les plus modestes, avec 8% de leurs revenus pour le chauffage. 309 000 coupures d'électricité et de gaz pour difficulté de paiement représentent une augmentation de 16% sur un an. La hausse des loyers et de l'énergie entraîne le fait que l'alimentation devient la variable d'ajustement pour beaucoup. Et les CCAS, les banques alimentaires, accueillent 25% des travailleurs pauvres, 20% des retraités, pour 25% des personnes vivant en ruralité. 4,2 millions de mal-logements en France. Fin 2024, 2,7 millions de ménages étaient en attente d'un logement social en France, avec un taux de succès des demandes de seulement 14%. Nous n'avons en France que 5,4 millions de logements sociaux. La hausse de la demande concerne principalement les familles monoparentales et les personnes seules et jeunes. Depuis 2015, la demande de logements sociaux a augmenté de 47%, alors que le nombre de ménages a augmenté seulement de 10%. Cette réalité favorise une ségrégation sociale et spatiale et provoque un surcroît d'exclusion sociale. Très bien. Ça va permettre vraiment de commencer le débat avec Margot sur la question sociale, du logement social. Passons tout de suite à notre première partie d'échange avec Margot. Margot Aldebert, avez-vous des choses à rajouter à cette chronique ? Elle est très complète. Alors peut-être déjà juste rappeler d'où je parle. Du coup, je fais partie de la Fondation Copernic. Donc la Fondation Copernic, c'est une association loi 1901. On a un laboratoire d'idées à gauche et du coup, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est en fait permettre des débats d'idées et de creuser des sujets de fond avec toute la diversité en fait qui se retrouve à gauche. Et donc c'est ce qu'on a voulu faire autour du logement. Nous, on partait
un peu d'un constat. J'ai travaillé à la Confédération nationale du logement, qui est un syndicat de locataires, notamment avec Marie-Pierre Vieux, qui est co-autrice et qui travaille encore. Et ce qu'on se disait, Estella Montebello, elle est militante au DAL, elle a été militante proche du DAL à Toulouse. Et en fait, on partait un peu d'un constat qui était de se dire que à la fois le logement c'est hyper central et hyper transversal, ce que vous disiez en introduction, mais en fait on est tous concernés par le logement social à un moment dans notre vie, à part vraiment les très très riches, parce que c'est 70% de la population qui a accès à un logement social, et que sur le marché privé, quand on n'est pas dans le logement social, en fait on est confronté à des prix qui sont excessivement chers, et pourtant le logement en tant que sujet politique et sujet social, c'est très compliqué à faire émerger. Il suffit de regarder les mobilisations pour le logement, elles sont en fait quasi inexistantes et assez faibles quand elles existent. Typiquement, il y a une date traditionnelle de manifestation dans le logement qui est à la fin de la trêve hivernale. Ouais. Donc c'était au début du mois, pour demander qu'elle soit rallongée et demander la fin des expulsions locatives. C'est une manifestation, elle rassemble quelques centaines de personnes à Paris par exemple, ce qui est excessivement faible quand on voit la centralité du sujet logement. Alors qu'on est des millions à être concernés. C'est ça, que juste cette année, c'est 24 000 personnes qui ont subi une expulsion locative, et puis que de toute façon, se loger, c'est cher maintenant. Enfin, on est tous confrontés à cette question, et en fait, on voit qu'on a des parcours de vie qui sont hachés, qui sont remis en question parce que on a des difficultés de logement. C'est le rapport de la Fondation pour le logement, l'ancienne Fondation Abbé Pierre, qui du coup fait des rapports tous les ans et qui fait l'état des lieux de la situation annuellement. Du mal logement, qui montre que il y a de plus en plus de jeunes qui ne décohabitent pas parce que de chez leurs parents et donc rentrent pas dans une vie autonome parce qu'ils n'arrivent pas à se loger, qu'il y a de plus en plus de couples qui se retrouvent à devoir rester ensemble dans un logement et à cohabiter de façon contrainte parce que il y a des problèmes de logement. C'est aussi pour les femmes une situation particulièrement compliquée parce que en fait qu'elles soient propriétaires ou locataires, quel que soit leur âge, les femmes elles ont un accès au logement qui est plus compliqué. Donc il y a une vraie question, et en fait nous ce qu'on se disait aussi c'est que le logement qui est la première préoccupation maintenant des Français, c'est une source d'angoisse particulièrement forte, qui quand on le perd ou quand on a des difficultés d'accès, en fait c'est tout notre parcours de vie qui vacille. C'est la simulation, je perds mon mot, mais en gros, si on n'a pas un toit sur la tête, on peut pas en fait se projeter dans la vie. On peut pas soigner, on peut pas travailler, on peut pas construire des projets d'avenir, on peut pas construire une vie de famille. En fait, on ne peut pas avoir d'émancipation individuelle si on n'a pas un toit sur la tête. Oui, c'est un poids, c'est une charge mentale en permanence de savoir où est-ce qu'on va être, comment ça va se passer, les difficultés, comme vous dites, quand on est jeune et qu'on a 25 ans, qu'on veut vivre sa vie, mais qu'on peut pas et qu'on reste encore chez les parents. Les parents aimeraient bien que les enfants partent, aussi pour leur liberté de se construire, que leurs enfants se construisent un avenir. Et ça devient très compliqué des situations comme ça, ce qui peut créer des situations familiales complexes juste parce qu'il n'y a pas l'accessibilité au logement. Et alors, je vais rebondir. Il y a aussi le fait que les salaires n'augmentent pas. On voit bien que les dividendes augmentent, mais les salaires n'augmentent pas. Et comme les logements augmentent et sur la propriété en plus ça augmente. Donc le repli, c'est le logement social dont on a besoin, et il y en a de moins en moins et il y en a pas assez, quoi. Justement, suite à ça, on va rentrer maintenant dans le sujet. Dans votre livre, après un rapide historique des politiques du logement depuis le 19e siècle, vous parlez d'un fait qui montre que de mauvaises politiques du logement peuvent être la cause d'une montée de l'extrême droite. Page 19. On vous donne les numéros de page parce qu'il faudra acheter le livre, bien évidemment. Et puis surtout parce que vous vous appuyez sur les travaux de Vincent Tiberge, qui est un sociologue que nous aimons bien. Et donc, pouvez-vous parler de cette relation entre la montée de l'extrême droite et le problème du logement et des mauvaises politiques du logement ?
Oui, bien sûr. Peut-être juste sur ce qui était dit juste avant. Actuellement, on est quand même dans une situation en France où les prix du loyer, en fait, il y a le salaire et les loyers sont complètement décolérés et du coup, non seulement les salaires augmentent pas, mais en fait, les loyers augmentent énormément par rapport au salaire. Et donc, en fait, on est revenu quand même à une situation qui ressemble à peu près à la fin du 19e, début 20e. Donc, avant toutes les politiques redistributives qui ont pu être mises grâce aux acquis sociaux, où la rente rapporte plus que le travail. Donc, on revient dans une situation voilà, dans une société de rentier. Et du coup, le coût du logement prend une part beaucoup plus importante par dans rapport les dépenses contraintes, dans les dépenses et ça fait que en termes les loisirs, etc. On se sacrifie pour avoir un logement et on a moins de loisirs, on a moins de plaisir et c'est métro boulot et dodo parce que voilà, au moins on a un toit quand même. Oui, et puis enfin les loisirs, ce qui est extrêmement important, mais en fait on est quand même dans une situation où les gens ils arbitrent entre se soigner, manger et payer leur loyer. Donc on est même sur juste des droits basiques en fait qui se retrouvent arbitrés sur la question du logement. Et donc et nous ce qui nous semblait important aussi, c'est que souvent on dit c'est parce qu'il n'y a pas de politique du logement. Si, il y a une politique du logement, et notamment sur le logement social. Et donc, je vais revenir sur la question sur notre page 19 et le lien qu'on fait entre politique du logement et montée de l'extrême droite. Mais en fait, il y a une politique du logement, il y a un désengagement qui est sciemment organisé dans le logement social. Et pour le coup, c'est très volontariste, ce qui est fait dans le logement social. Et en parallèle, il y a le fait de laisser le marché fonctionner comme il en a envie. Et ça aussi, c'est volontaire. C'est pour permettre en fait l'enrichissement de certains parce que le foncier c'est un actif financier qui rapporte beaucoup d'argent. Et donc nous ce qu'on observe et du coup ce qu'on dit c'est que en fait d'un côté, dans le logement social, on organise une extrême précarisation des populations qui habitent le logement social et du logement social en tant que tel. Et de l'autre côté, on érige comme modèle de société, en fait, une société tournée autour de la propriété privée. Et avec le fantasme que la réussite d'une vie, c'est d'avoir un pavillon en banlieue. Et donc le lien qu'on fait en fait avec les travaux de Vincent Tiberge qui lui analyse plus les dynamiques de travail, mais en fait c'est que c'est les mêmes dynamiques qu'on retrouve en fait dans le logement avec cette construction, avec d'un côté du coup une population hyper précarisée dans un logement social délabré qui du coup est des parcours de plus en plus individualisés, des parcours résidentiels de plus en plus individualisés, et donc en fait une population qui perd un peu le lien avec le collectif en fait et l'identité collective. Ce qui le nous en fait, ce que dit Vincent Tiberge c'est le nous, et de l'autre côté une autre partie de la population qui du coup ne veut pas ressembler à ceux qui sont dans le logement social, qui c'est des cassos pour eux les gens qui sont dans le logement social, qui veulent s'en démarquer et qui donc veulent être propriétaires d'une maison et qui donc vont acheter en fait dans des communes où le foncier est plus abordable. Donc c'est des communes qui sont éloignées des zones centrales et donc des zones avec l'activité, le travail, les commerces et les services publics souvent. Donc ils se retrouvent relégués en fait dans des zones où il n'y a pas grand chose, les cités dortoirs, mais c'est les pavillons dortoirs quoi. Et où en plus de ça, en fait, vu que c'est quand même des zones éloignées, le foncier est le plus abordable, mais il est volatile. Et donc en fait, ils n'ont aucune garantie derrière de pouvoir rentabiliser leur achat. Et donc en fait, ça les met dans une situation d'insécurité financière qui est assez importante. Et donc ils vivent cette situation comme une injustice individuelle. Et ça, en fait, ça participe à créer un affect assez réactionnaire, parce que d'un côté, du coup, ils ont l'impression que tout le système redistributif, c'est pour le logement social et donc c'est pour cette population dont il est stigmatisé et par ailleurs criminalisé dernièrement, particulièrement. Et du coup, en fait, ça participe à faire monter une certaine colère sociale et à la construire comme une opposition de classe, mais du coup de classe réactionnaire, quoi. Et par ailleurs, il y a un géographe marxiste états-unien assez important qui est David Harvey, qui lui montre qu'en fait, ériger la propriété privée comme modèle de société, ce qui est le cas actuellement en France. Par la France, on est au moins 45% de propriétaires, donc on est déjà dans une société de propriétaires en France.
en fait, ça participe à construire une vision politique réactionnaire parce que très traditionnaliste autour de le pavillon, c'est aussi la famille nucléaire, hétérosexuelle, souvent blanche quand même, et donc du coup, ça participe à faire progresser quand même le conservatisme. Et donc du coup l'extrême droite. Voilà. Et voilà. À la fin. Oui, et par ailleurs, même il y a des cheminements en plus, mais Et par ailleurs, il y a aussi un autre truc, c'est que quand on veut pas de logement social, on veut pas une population précaire, mais souvent cette population précaire, elle est racisée. Et donc en fait, c'est un rejet aussi des personnes racisées. Donc c'est un racisme qui dit pas son nom, mais ça participe aussi à construire du coup le racisme en France en fait. Alors on va continuer en lisant votre livre. On voit que vous estimez que les politiques du logement ont amené en fait à la crise du système du logement. Pouvez-vous dire pourquoi? Et notamment, pouvez-vous parler de l'affrontement qui existe autour de la loi dite SRU, s'il était possible de dire ce que ça veut dire la loi SRU et ensuite d'en parler? Yes. J'ai un doute sur exactement ce que chaque lettre renvoie, donc je vais juste regarder sur mon téléphone pour pas dire de bêtises, parce que le problème des sigles, c'est qu'à force de les utiliser en sigles, on oublie après ce que ça veut dire. Mais du coup, en gros, nous ce qu'on observe, et en fait, enfin vraiment, notre idée c'était aussi de montrer que il y a une politique du logement et qu'elle a des conséquences et qu'elle est volontariste cette politique du logement, et c'est de construire une France de petits propriétaires. Et donc après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le développement d'une politique de logement qui était marquée par la volonté de loger tous les salariés et de garantir un droit à la ville. Et donc il y a eu vraiment une politique très volontariste de construction de logements sociaux pour loger l'ensemble des salariés. À partir des fin des années 70, années 80, c'est le tournant libéral. Il n'y a pas que dans le logement que ça s'observe, mais du coup, forcément dans le logement aussi. En fait, il y a eu une remise en cause de cette politique volontariste. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est quand on fait du logement social, on sort du marché, le logement. Et il y a toujours eu les deux en France, mais du coup, il y avait volonté de sortir quand même une grosse partie du logement du marché. Dans les années 70-80, il y a eu l'idée inverse. Et donc, c'est notamment la loi Barre, une loi qui a été de 1977, qui en fait s'attaque à l'aide à la pierre. Donc, avant 77, le gros du soutien financier sur le logement qui était fait, c'était en fait l'État finançait la construction de logements sociaux par l'aide à la pierre. Donc il injectait plein d'argent pour construire du logement social, et c'est comme ça qu'on jouait sur les prix du marché, parce qu'on construisait plein de logements avec les prix encadrés et en dehors des lois du marché. Et donc cette loi en fait elle remet ça en question. Donc l'aide à la pierre elle a été énormément diminuée, et en fait elle met en place les aides personnelles au logement, les APL. Et donc du coup l'idée c'est c'est pour contrer en gros les effets du marché, on va donner de l'argent directement aux habitants habitantes. Et donc il y a une individualisation. Par exemple, on passe quand même d'une aide qui était collective parce qu'on construisait du logement social à une individualisation du parcours résidentiel. Donc c'est le début. Donc aides sociales qui sont relativement remises en question par certains députés ou sénateurs de droite dans les différentes législatures depuis un certain nombre d'années. Souvent, tout à fait. Et par ailleurs, une des dernières aussi réformes qui concerne ces aides, qui a eu des conséquences très très graves pour le logement social, c'est la réduction du loyer de solidarité, la RLS. C'est quand Emmanuel Macron, lors de son premier quinquennat, est arrivé, il a diminué en fait les aides personnelles au logement. Et pour que ça ne soit indolore pour les citoyennes, ce qu'il a fait, c'est que il a en fait fait reposer sur les bailleurs sociaux le financement de cette aide. Et donc en fait il y a une réduction du loyer que perçoivent les bailleurs sociaux pour compenser la baisse des APL. Et ça c'est du coup en fait une réduction drastique des revenus des bailleurs sociaux, qui a du coup des conséquences sur leur capacité à construire et à rénover le logement, leur parc social. Donc on est vraiment
à partir des années 70-80, on est dans une individualisation des parcours résidentiels et on pousse les gens à devenir primo-accédants à la propriété. Et il y a vraiment l'idée qu'on ne peut pas vivre toute sa vie en logement social, ça serait pas bien, et que faudrait en fait que le parcours normal, c'est tu commences dans le logement social, mais après tu achètes. C'est là où il y a beaucoup de construction de résidences pavillonnaires, où on trouve dans des lieux, dans des anciens lieux industriels, puisqu'il y a un début de la désindustrialisation en France. On a des cités pavillonnaires, on va dire, qui se construisent avec des nouvelles rues et où il y a que des pavillons, il y a rien, il y a pas de commerce, il y a que dalle, il y a que des pavillons comme ça qui se construisent pour l'accession à la propriété et dont Bouygues, la maison Bouygues construit beaucoup de petits pavillons comme ça. Nexity aussi. Enfin, c'est une aubaine pour effectivement les bailleurs privés, mais et tout à fait, et notamment Emmanuel Macron quand il est arrivé sur son premier quinquennat, il y a eu la loi Elan qui est une loi hyper importante dans le logement parce que elle porte deux choses. Elle porte à la fois la vente. En fait, la vente du logement social, les bailleurs sociaux, du coup, pour se financer, ils vendent leur logement social. Et en fait, ça conduit à une chose ça conduit en fait aussi à encore dans l'individualisation des parcours résidentiels. En fait, maintenant, quand vous êtes dans le logement social, il y a une partie qui n'est pas du logement social, qui est du logement privé, et il y a une partie qui est du logement social. Et donc, en fait, ça casse aussi les dynamiques collectives au niveau du logement. En parallèle de ça, il y a la dépréciation du logement social, c'est-à-dire que le logement social, par ailleurs, il y a un discours qui construit, c'est la sarcellite, c'est une maladie, le logement social, c'est hyper négatif, et en même temps, de fait, on appauvrit, on leur donne plus d'argent, on donne plus d'argent directement au logement social, on appauvrit les revenus des bailleurs, on les pousse du coup à vendre leur parc social et en fait à se créer des situations administratives de plus en plus complexes parce que quand il y a une partie de ton parc qui n'est plus gérée par toi, forcément ça a des conséquences en fait. Et donc en fait on organise le fait que le logement il est dégradé forcément. Et en parallèle il y a ce mythe du petit propriétaire terrien qui serait en fait l'alpha et l'oméga de nos parcours de vie. Et en parallèle de ça, on démantèle l'État-providence. Et donc en fait tout ça, faut voir tout ça comme un tout. Par exemple typiquement, si t'as plus de retraite, être propriétaire de ton logement, c'est une sécurité en fait pour toi plus tard. Oui. Et donc en fait on organise le fait que le foncier ça soit un bien financier à valoriser et on organise en fait la rentabilité pour les rentiers quoi. Globalement, c'est un peu ça qui se passe et donc, c'est ça que pendant les 30 glorieuses pratiquement, c'est à cette période-là, les 30 années glorieuses où là on incite les gens à devenir propriétaires. C'est ça. Où le coût du logement est pas si cher que ça à l'époque en plus. Exactement. Alors, du coup, comme souvent dans le libéralisme, ça fonctionne quand c'est pas en crise. Donc pendant les 30 glorieuses, ça fonctionne parce que effectivement le coût du logement n'est pas si cher et puis parce que on est encore après jusqu'aux années quand même jusqu'à à peu près la fin des années 70, on est quand même, on a encore les bénéfices de la politique volontariste du logement social, donc forcément ça aide. Sauf que depuis, la situation elle a quand même particulièrement changé. Les inégalités elles ont énormément augmenté. C'est le système qui fait que les inégalités elles augmentent, mais donc forcément on se retrouve dans une situation de crise. Après, je pense que le mot crise du logement, ça fait 30 ans qu'on parle de façon systématique de crise du logement. Alors là, on arrive dans une situation un peu particulière qui est que elle arrive à son paroxysme et donc c'est une triple crise, c'est une crise du logement, de l'immobilier, de la construction, avec un secteur quand même qui est un secteur qui emploie beaucoup, qui est le secteur de la construction, qui en fait se retrouve à faire des plans de licenciement depuis 3 ans, même un peu plus, mais qui vraiment est en situation de crise parce que le problème c'est qu'à un moment quand on construit plus de logement, en fait le logement social, la construction de logement social, ça permettait, ça tirait vers le haut la construction en France. Et donc quand on construit plus de logement social, on est rentré en récession avec les conséquences des politiques d'Emmanuel Macron sur son premier quinquennat, la loi Elan, la réduction du loyer de solidarité. Et du coup en fait on construit plus non plus tant que ça dans le privé en parallèle. Et donc pour revenir sur la loi SRU, donc c'est la loi solidarité et renouvellement urbain. Et renouvellement urbain exactement.
Donc en fait, elle porte trois choses. La loi, donc c'est une loi des années 2000. C'est une des dernières grandes lois de gauche quand même sur le logement. En fait, elle porte trois volontés assez fortes, qui est la mixité sociale, mais pas avec l'idée que on va faire venir des riches dans les quartiers de pauvres. La loi SRU, ce qu'elle dit, c'est que toutes les villes de plus de 3500 habitants, elles doivent prendre au début 20%, et puis avec la loi Duflot plus tard en 2016, ça a été monté à 25%. 25% de logement social. Et donc en gros, c'est l'idée de dire la mixité, c'est dans les deux sens. Donc c'est aussi dans les villes de riches. À Neuilly, on met du logement social, on fait venir des populations populaires. Elle a un gros enjeu démocratique parce que dans les années 80, il a été gagné dans les logements sociaux le fait que les locataires puissent être représentés par des élus. Et du coup, elle renforce en fait le poids de ces élus locataires, et elle porte déjà une dimension de transition écologique. Ce qui fait débat et ce qui fait qu'il y a un énorme affrontement idéologique autour de la loi SRU, c'est son article 55, c'est l'histoire des quotas de logements sociaux dans toutes les villes, parce que bien évidemment ça ne plaît pas aux maires de droite et d'extrême droite qu'on leur demande de... Ah mais c'est clair. Il y a qu'à voir. Voilà, nous on est à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, le taux de logements sociaux en Seine-Saint-Denis est très élevé, et si je peux juste donner des chiffres, hein. À Saint-Denis, c'est 52% des logements qui sont des logements sociaux. À Montreuil, c'est 40%. Stein, c'est 45, Bagnolet 44, etc. Bon, je vais pas les citer toutes les villes, et les villes de droite en Seine-Saint-Denis, il y en a quelques-unes. Bon, il y en a qui ont été regagnées par la gauche, mais il y en a quand même plus d'une trentaine. Bon, bah on flirte avec les 20%, 25%, voire moins. Ouais. Et donc là, il y a pas d'égalité, c'est pas chouette quoi. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a des villes comme Montreuil et Saint-Denis qui sont plutôt à gauche, et avec des populations plutôt précaires, où on fait un choix politique de favoriser le logement social, alors qu'il pourrait y en avoir un petit peu partout si les autres faisaient un peu plus d'efforts. Bah, c'est exactement ce que dit la loi SRU, et en fait, elle impose, elle dit la solidarité nationale et territoriale, c'est pas un choix, c'est une obligation. Et donc c'est ça qui crée le débat, et en fait c'est là où du coup la SRU elle sacralise en fait le débat idéologique de quelle vision on veut pour le logement, et donc c'est un terrain d'affrontement. Elle est abîmée, elle est régulièrement remise en question et attaquée. Un des trucs qui revient beaucoup dans le débat, c'est qu'ils veulent donner du coup aux maires une compétence claire d'arbitrage en fait de quelles populations pourront se loger dans leur logement. Il y a déjà des mécanismes de préférence nationale qui sont mis en place, souvent pas préférence nationale mais préférence communale. Donc les maires ont déjà un peu la main sur les attributions, mais du coup là ils veulent carrément l'inscrire dans la loi, et donc ça c'est un truc qui revient assez régulièrement. Et derrière, du coup, ce qu'il faut, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais en fait, quand on refuse d'accueillir des populations populaires, derrière ça, c'est des personnes racisées qu'on refuse d'accueillir. Donc en fait, c'est aussi juste une expression du racisme en France que l'affrontement sur la SRU. Le schéma, c'est ça, c'est de dire que de toute façon, dans les quartiers populaires, qui sont la représentation des logements sociaux, c'est des émigrés en général, ou des personnes racisées, alors que en fait non, c'est pas que des personnes immigrées et racisées. Non, c'est 70% de la population française. Voilà, donc c'est quand même assez large, mais c'est une représentation de droite et de l'extrême droite. On arrive à notre pause musicale. On va continuer le débat sur le logement social tout à l'heure. Margot, vous avez choisi un titre donc de Hugo TSR qui s'appelle Fenêtre sur rue. Pourquoi avoir choisi ce titre ? J'ai choisi ce titre parce que quand Bernard m'a demandé de trouver une musique en lien avec le logement, j'avais un peu du mal. Et en fait, ce rappeur m'est venu assez vite en tête parce que c'est un rappeur du 18e arrondissement de Paris, et qu'il rappe beaucoup autour de son identité construite, enfin de son quartier. Et que je pense que habiter le logement, c'est pas juste un toit sur la tête, c'est habiter un quartier, et c'est aussi l'appartenance collective à son lieu de vie.
Et Fenêtre sur rue, c'est parce que du coup, dans ce morceau-là, en fait, il raconte ce qu'il voit de la fenêtre, donc de son logement, et du coup, il raconte son quartier. Et même si ce qui décrit n'est pas forcément toujours très positif, je trouve qu'on ressent du coup cette dimension de fierté aussi, de vivre dans ce lieu et d'identité, et donc voilà, c'est pour ça. Et du coup, par contre, il a son lieu refuge qui est son logement, et il observe de sa fenêtre du coup la vie autour de lui. Eh ben très bien, merci pour ces explications, Hugo TSR, donc Fenêtre sur rue. Radio Ems, l'essentiel de la musique. Dans un appartement de 2 pièces, n'ayant rien d'autre à faire que de regarder par la fenêtre ce qui se passe chez les voisins. Il est 15h, je suis réveillé par le bruit de la vaisselle. Le réveil est sec, je me frotte les yeux, putain j'ai v'là les cernes. La chambre a pas de serrure, mais c'est une cellule comme ma freine. Je regarde pas la télé, moi j'ai mieux que ça, j'ai ma fenêtre. Y'a ce gamin grade, il veut pas juste une clope mais l'intégrale. C'est un détail, un de ces gars, toujours dans le coin en train de t'égras. Ils check les grands du check, ils sont toujours à cette terrasse. Eux ils vendent pas des CD de rap, que crasse CC, etc. Un client s'approche, il fait genre il veut du feu. Il demande un truc, il a une gueule d'intrus. Non, on n'a pas ce que tu veux. Un clochard passe, un truc qu'on n'avait pas vu depuis des mois. Tout le monde le pensait mort. Normal, il est trop pauvre pour avoir mis les voiles. Au restaurant du coin, table 6, toujours le même type. Il venait avec sa femme, plus qu'elle est taille, il fait l'amnésie. Qui boit en continu, les yeux rivés sur la jeunesse. Très peu d'espoir, voilà ce que je vois par ma fenêtre. Un quart flic, un bac chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis, ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. Un quart flic, un bac chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis, ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. Il est 21h, je rentre chez moi, j'ai pas de sous pour le grec. Mais avec un bout de steak, un paquet de pâtes, je te fais un tour de mètre. Les darons m'embrouillent, pour mériter ça, qu'est-ce qu'on a fait? Je me donne 15 minutes, je roule un minute, c'est direction la fenêtre. Là je vois un petit qui se cache pour fumer sa conso. Il a pas de chance, son grand frère c'est mon sauce. Les lampadaires s'allument, les enseignes s'éteignent. Y'a cette fille qui ressemble à une ex, mais non, c'est elle qui racontait. Moi je me barre, je reviens jamais dans ces cas. Elle qui a fait tant d'écart, elle fait la belle mais toujours en l'air gars. Un mec lui demande la route, elle se penche fatalement. Il a un argument, Audi A4, plaque allemande. C'est un grand dutier car voisin avec lequel il y a des tensions. Pour une histoire de vagin, il peut y avoir des morts, des mecs en zonze. Une bouteille tombe, le mec s'est mangé des éclats. Oh oui, là y a... J'ferme la fenêtre, j'entends le voisin qui a demandé les jetats. Un quart flic, un bac chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis, ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. Un quart flic, un bac chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis, ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. 4h du match, dis au revoir aux escaliers de la tour. J'suis bourré, rien à foutre, j'laisse des flaques et des tacs sur la route. J'arrive chez moi, un pote revenu de Meda nous a lâché de la fraîche. J'ai pas envie de bédard, mais le joint est là, donc je me mets à la fenêtre. Le sort du PMU est à demi-PC. Un mec en sort en sang, il prend la rue pour des WC éméchés. Sorti par le barman chez ma classique. Ce soir il s'est fait masser pour une histoire de blague raciste. Tout est fermé, à part l'épicier et le terre. Vu qu'il y a des schlags H24, les mecs du hall sont déter. Prêts à tuer comme à l'abattoir, d'un coup ça crie par-toi. Je comprends enfin la scène quand je vois la voiture de la plaque noire. Y'a ce mec au pied du team en bas, ça fait 1 heure qu'il siffle en bas. L'interphone est en panne et un voisin lui crie vas-y remballe. Et puis y'a ce daron triste qui colle des feuilles pour retrouver sa fille. Si je reste encore 1 heure, j'assisterai au réveil de ma ville. Au réveil de ma ville. Un quart flic, un bac chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis, ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. Un quart flic, un bac chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis, ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. Encore un coup de marqueur, voilà où je vis ma vie. Je connais par cœur, j'ai la rue en vis-à-vis. Rue de la Chapelle, trop d'ambiance, faut tenir le coup. Peu importe l'heure, fenêtre sur rue 2012, fenêtre sur rue.
Et voilà, nous voilà de retour sur le plateau, dans le studio de Radio Ems, avec Margot Aldebert qui a fait un bouquin sur le logement social. Voilà, donc là, le thème d'aujourd'hui, le logement social. Et Bernard, on continue les questions parce que il y a encore beaucoup de choses à dire, et même si déjà c'est assez intéressant tout ce qu'on a vu déjà dans la première partie. Et puis, en lisant votre livre, vous parlez de l'émergence d'un néolibéralisme autoritaire en matière de logement. Est-ce que vous pouvez dérouler votre pensée ? Oui, alors c'est notamment je m'appuie de nouveau sur les travaux de David Harvey et donc sur cette construction d'une France, d'une société autour de la propriété privée. Donc je vais pas revenir parce que j'ai déjà parlé de pas mal de choses, mais en gros en fait il y a depuis les années 70-80 on est dans un tournant libéral sur les politiques du logement. Il y a une vraie accélération en fait depuis la première élection d'Emmanuel Macron, donc à partir de 2017 avec notamment du coup la loi Elan, puis un certain nombre d'autres lois derrière, et donc la libéralisation du logement, elle s'accompagne aussi en fait d'une criminalisation des locataires qui est très forte, et particulièrement des locataires HLM, mais de tous les locataires en fait en réalité, où dès que donc ce qui est un peu symbolique, c'est notamment la loi Kasbarian, donc un monsieur qui est après devenu ministre du logement. À ce moment-là, il était député. C'est la loi Kasbarian-Berger, parce qu'il faut pas oublier Aurore Berger dans cette histoire non plus, qui en fait vraiment passe un cap dans la façon dont on voit les locataires et dans leur criminalisation, où du coup en fait elle confond, elle crée en fait un parallèle entre locataires en situation d'impayé et donc en fragilité économique et squatteurs. Et en fait, elle limite les recours au niveau du droit qu'ont les plus fragiles, pour pouvoir se défendre en cas d'impayé de loyer, pour éviter l'expulsion. Et en parallèle, elle criminalise en fait les associations de défense des droits qui se retrouvent en fait à ne plus pouvoir du coup mener leur action de défense basique des droits. Oui, comme le DAL, la CNL, etc. Exactement. Et depuis d'ailleurs le passage de cette loi, on observe en fait une explosion des expulsions locatives. On a rebattu un record en 2025 avec 24 000 expulsions locatives. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on organise la pénurie, on amène le logement social à être délabré et le cadre de vie à être délabré. Par ailleurs, les gens sont de plus en plus aussi précarisés d'un point de vue financier. Et en parallèle, en fait, on fait peser sur les habitants la responsabilité de ce qui se passe. Et les logiques de criminalisation, la loi Kasbarian, c'est un cas d'école, mais en fait, il y en a de plus en plus. À la mort du jeune Naël, il y a quand même eu l'idée de faire, quand les jeunes se sont du coup révoltés, on a demandé aux bailleurs sociaux de punir les parents au niveau donc en fait comme si les parents étaient responsables de ce que faisaient les enfants, et puis du coup la punition c'était au niveau du logement. Pareil dans la loi sur le narcotrafic, il y a toute une dimension autour du logement, et donc on voit vraiment que progressivement quand même le locataire précaire, en fait, on commence à le traiter de plus en plus comme un criminel sur plein de sujets. Alors question suivante, vous appelez l'idée l'atrophie de la démocratie locative. Qu'entendez-vous par là ? Tout ça, du coup, ça va un peu de pair. Du coup, en parallèle, forcément, en fait, on perd des espaces de démocratie au niveau du logement. Tout d'abord, donc ce que je disais, c'est que dans les années 80, il a été gagné le fait que les locataires puissent être représentés. Et donc ils ont des élus. C'est notamment, on a cité la Confédération nationale du logement, par exemple, c'est du coup un syndicat de locataires. Il y a pas que, il y a aussi Locataires Ensemble, le DAL, droit au logement, sont aussi le DAL HLM et aussi dans les conseils, se représente aussi, et aussi représenté au niveau des bailleurs. Et donc déjà la loi Elan,
tout bêtement, la loi Elan de 2018, elle a poussé à la fusion-absorption des bailleurs sociaux. Donc en gros, les bailleurs avant, ils étaient plutôt à l'échelle de la ville, il y en avait à l'échelle du département, mais c'était plutôt des entités de proximité. Il y a eu du coup cette loi, en fait, elle a poussé les bailleurs à fusionner entre eux. Donc maintenant, les bailleurs, ils sont au niveau de l'intercommunalité, du département, voire des fois de la région. Donc ça a eu deux conséquences. D'abord, ça a diminué le nombre d'élus. C'est-à-dire que, en fait, les élus de locataires, ils sont moins nombreux, mais ils représentent plus d'habitants à chaque fois. Donc, il y a une perte de lien de proximité et de lien direct avec ces élus. Et par ailleurs, ça a aussi, forcément, amoindri leur représentativité parce que, en fait, ils sont moins pour plus de personnes. Donc, comme les organisations syndicales dans les entreprises. Exactement. C'est bizarre quand même. Hein. C'est le même processus. C'est la étonnant. Représentation de ceux qui défendent, qui peuvent défendre les droits des plus faibles. On la casse, on la regroupe, et ça demande plus de travail du coup pour les élus des représentants des habitants dans les. Et ça perd du sens pour les gens qui sont représentés. Enfin, en fait, quand ton bailleur il est énorme et que tu ne vois plus c'est quoi ton bailleur, sa direction, en fait ça a moins de sens pour toi d'être représenté. C'est ce qui s'est passé dans le monde du travail. C'est aussi dans les universités, les étudiants sont représentés aussi par des élus, et du coup on a poussé les universités à fusionner, et donc exactement la même chose. Dans ce que vous venez de dire, nous on a un exemple. On avait sur Montreuil, on avait l'OPHM, l'Office public, HLM Montreuil-Ouest, et qui est devenu maintenant Est Ensemble Habitat, donc sur le territoire Est Ensemble, sur anciennement l'Agglo, donc le territoire, mais qui couvre pas encore toutes les communes parce que c'est que quelques bailleurs qui se sont mis ensemble, c'est pas tous les bailleurs, mais je pense qu'à l'avenir on aura l'ensemble des bailleurs qui sont présents sur le territoire qui vont faire qu'un seul bailleur, ce qui est énorme. Et du coup, ça détériore forcément la relation entre le bailleur et ses habitants. Et en fait, on rentre plus en plus dans une logique même un peu paternaliste de la gestion par les bailleurs sociaux de leurs locataires. En parallèle de ça, il y a aussi tout ce qui est autour du renouvellement urbain, où notamment l'ANRU, qui est donc une agence, ça a plusieurs conséquences. Du coup, c'est plus le ministère qui est en lien direct avec les municipalités, par exemple, pour gérer tous les projets de renouvellement urbain. Donc, il y a du coup un intermédiaire qui est l'agence. Donc en fait, ça fait perdre du poids aux élus locaux qui ont moins de pouvoir pour peser sur les politiques d'aménagement de leur territoire. Et en plus de ça, les financements de l'ANRU, ils fonctionnent par appel à projet, comme beaucoup de choses maintenant aussi. Et donc, comme un peu tout. Mais du coup, en fait, ça déjà l'ANRU, elle oblige à détruire du logement social. Faut quand même l'avoir en tête, c'est obligatoire dans les projets de l'ANRU. Donc juste entre la vente et la destruction de logements sociaux, déjà on en construit quasiment plus, mais en plus on en perd 24 000 par an quand même. Et en plus de ça, quand on casse du logement social, on casse des mémoires collectives. En fait, on casse des cultures populaires et on déplace les populations. Et donc, et vu que c'est par appel à projet, il y a des règles. En fait, l'ANRU, elle détermine d'avance les objectifs des projets d'aménagement. Et donc, du coup, ça participe en fait à construire des villes qui sont de plus en plus aseptisées, tournées autour de la question de la rentabilité du foncier, et donc ça participe à aseptiser en fait l'espace public et donc à le dépolitiser. Donc c'est un peu ces deux tendances qu'on évoque quand on parle d'atrophie de la démocratie. Alors que dans la vision de renouvellement urbain, la destruction, ça peut être, c'est pas bon, mais il peut y avoir une autre vision du renouvellement urbain, de renouveler l'espace. Alors déjà, renouvellement, reconstruire pour avoir une meilleure utilité thermique, qu'il y ait moins de déperdition de chaleur, etc. Dans les habitations. Il peut y avoir ça dans la question du renouvellement, mais aussi l'environnement autour des habitations aussi. Moi, j'ai une question à poser. Comment inscrire un vrai droit au logement? Puisque là, depuis le début de l'émission, on critique les politiques. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir un vrai droit du logement? Déjà, pour nous,
il faut quand même repartir que le logement, c'est ce qui nous permet de nous protéger, nous ressourcer, nous reposer, nous épanouir et nous construire. Et du coup, c'est ce qui garantit le bien-être physique et psychique quand même. C'est l'OMS par ailleurs qui le détermine comme un besoin essentiel de l'être humain. Et donc du coup c'est reconnaître que voilà c'est un droit premier en fait. Il a une valeur constitutionnelle mais il n'est pas constitutionnel actuellement le droit au logement. Donc déjà ce serait de faire qu'il n'ait pas qu'une valeur constitutionnelle mais que ça soit un droit constitutionnel. Ça c'est la première chose. Et puis derrière c'est de réinvestir dans le logement public et social et de redonner et de sortir des logiques d'individualisation des parcours résidentiels en fait avec une puissance publique, l'État qui redonne massivement de l'argent à l'aide à la pierre, donc à la construction directe de logement social. Déjà la priorité c'est de relancer la construction du logement social parce qu'on en manque, on est en pénurie. Et si on parlait de la transition écologique en matière de logement, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Oui, du coup tout à l'heure on parlait du renouvellement urbain et donc j'ai des choses à dire sur cette logique de destruction de logement social, outre le fait que je pense que ça a des conséquences sociales en fait très importantes. C'est aussi écologiquement une aberration de détruire en permanence du logement et en fait il y a une grosse partie du parc HLM qui est de qualité en fait qui est réellement de qualité et il n'y a pas besoin de le détruire et donc en fait il faut sortir de ces logiques où à la fois on détruit beaucoup de logements, ce qui est énormément consommateur en termes de carbone, etc. En parallèle, c'est toujours le mythe du petit propriétaire terrien, mais du coup, en fait, ça pousse à l'étalement urbain. En fait, on construit de plus en plus loin des pavillons, et donc en fait, on est en train de en fait c'est des terres quoi qui sont imperméabilisées du coup et donc en fait il faut arrêter avec ces deux choses-là et il faut repenser autrement la façon dont on construit, on aménage le territoire. Il faut densifier, il faut construire sur la ville en fait et il faut rénover et réhabiliter les bâtis anciens, ce qui coûte plus cher. Mais ce qui, sur le long terme et surtout en termes de consommation énergétique, a plus de sens et est beaucoup plus économe. Et du coup, par contre, faut aussi arrêter ce discours où en fait on dit que les enjeux de logement sont contradictoires avec la transition écologique. On peut parfaitement faire plus de logements, construire, mais autrement et donc de façon décarbonée. Je reviens sur la loi SRU. Comment on fait pour obliger les communes d'avoir les 25% de logements sociaux, alors que certaines communes préfèrent payer plutôt que de mettre des logements sociaux dans leur commune? Oui, ça. En gros, actuellement, la SRU, sur le volet contraignant, elle met des amendes aux villes qui respectent pas les quotas et par ailleurs ça a été augmenté quand Cécile Duflot, enfin les amendes ont été réaugmentées quand Cécile Duflot était ministre du logement, mais malgré tout les villes qui ont pas envie de construire des logements sociaux, ils continuent à payer des amendes, donc en fait c'est assez inefficace. Faut savoir en plus que la loi Elan elle permet la vente du logement HLM et elle permet aussi que les logements vendus pendant un certain nombre d'années continuent à être comptabilisés dans les quotas de la loi SRU. Donc ça c'est assez pratique pour les villes qui n'ont pas envie de respecter. Et la loi 3DS qui est une autre loi qui a été aussi sous le premier quinquennat de pas François Hollande, de Emmanuel Macron. Elle permet aussi, enfin en fait elle donne des délais supplémentaires aux villes mauvaises élèves pour arriver au bon quota quoi. Donc en gros ça permet aux maires qui veulent pas respecter la loi d'être un peu plus tranquilles. Donc déjà il faudrait la rétablir, la loi SRU dans son entièreté parce qu'elle a été
assez attaquée depuis qu'elle a été promulguée. Ensuite, faut la rendre réellement contraignante, c'est-à-dire que en fait, faudrait sanctionner les maires qui refusent de respecter cette loi. Pareil. En les rendant inéligibles, par exemple. Notamment, c'est une des propositions de la Confédération nationale du logement, c'est de les rendre inéligibles. Mais bonne idée, ça. C'est taper à l'endroit où ça a un enjeu pour eux, en fait. Et donc, je pense que c'est une bonne idée. Et après, il y a aussi des perspectives de renforcement de la loi. Je vous le disais, elle porte cette dimension de mixité sociale fortement, et c'est ça qui est beaucoup attaqué. Mais c'est aussi une loi qui, par exemple, portait déjà des enjeux de transition énergétique. Il y a du progrès à faire là-dessus, et donc il faudrait par exemple renforcer cette dimension-là dans la loi SRU, en fait. Une autre proposition que vous faites dans votre livre qui a attiré mon attention, c'est la sécurité sociale du logement, qui avait été décidée par la Confédération nationale du logement à leur congrès de Dieppe, auquel j'étais invité. Est-ce que vous pouvez présenter un peu votre proposition de sécurité sociale du logement? Oui, alors elle est même plus ancienne que ça, parce que du coup, quand je travaillais à la CNEL, j'ai aussi préparé un congrès, donc j'avais été moi relire les textes d'orientation des années 70-60, et en fait, ils parlaient déjà de sécurité sociale du logement dans les années 60-70. Je pense qu'elle avait été un peu oubliée, et puis en fait, elle est effectivement remise au goût du jour depuis des années 2010, et puis là, ils ont sorti un livre autour du coup de leurs propositions. En fait, l'idée, c'est une garantie universelle des loyers qui va plus loin que ce qui est déjà mis en place par la loi Duflot, avec une caisse nationale de solidarité en cas d'accident de la vie, et donc en fait d'impayés des loyers. On parle de sécurité sociale du logement, un peu comme je pense par exemple le font les militants aussi autour des questions d'alimentation, sur la sécurité sociale de l'alimentation, parce que à la fois en fait c'est un double enjeu, c'est la mise en sécurité sociale effectivement de l'ensemble des habitants habitantes, mais c'est aussi un enjeu de démocratie, et donc l'idée c'est que cette caisse nationale de solidarité, elle est en partie elle est gérée en fait par les élus des locataires et par les élus des bailleurs, et elle est financée par une cotisation sociale sur le logement. C'est un enjeu démocratique important. Oui, absolument. Parce que du coup, ça concernerait tout le monde. Oui, c'est l'idée. Par ailleurs, dans notre texte, du coup, notre proposition, c'est d'appuyer ça sur un gros pôle public du logement. En fait, c'est que vraiment, ça va de pair avec un pôle public du logement assez fort, un vrai service public du logement et une sécurité sociale du logement. Et du coup, c'est l'idée d'être un peu à contre-pied de ce qui se passe actuellement et de pas pousser pour que les gens deviennent propriétaires, mais plutôt pour que tout le monde soit locataire. Oui, absolument. D'ailleurs, le procédé qui est proposé par la CNL rappelle en fait un procédé que nous connaissons dans l'assurance maladie, qui sont les IJ, c'est-à-dire les indemnités journalières, lorsque on a une maladie longue durée ou quelque chose comme ça. Donc c'est des principes qui en fait existent dans la sécurité sociale depuis assez longtemps. Mais justement... depuis le début. Voilà, c'est ça. Construit pendant le Conseil national de la résistance. Tout à fait, dans le programme du 15 mars 1944. Alors une autre question d'ailleurs qui touche aussi la sécurité sociale alimentaire dont vous parlez, puisque c'est ce qui m'a quand même étonné, c'est que les propositions de sécurité sociale du logement, comme de sécurité sociale alimentaire, sont construits, je dirais, presque à l'extérieur de la sécurité sociale. Est-ce que on n'aurait pas intérêt, je dirais, à les prévoir à l'intérieur de la sécurité sociale, que ça soit des branches supplémentaires de la sécurité sociale. Tout simplement parce que déjà la sécurité sociale, elle gère, même si c'est pas elle qui finance, elle gère en fait 3 prestations logement, c'est-à-dire l'APL, l'ALS et l'ALF. Donc allocation familiale et allocation sociale. Voilà, est-ce que il y aurait pas intérêt
je dirais, à l'intégrer à l'intérieur de la sécurité sociale avec les mêmes caractéristiques démocratiques que vous avez présentées? En fait, le débat, il existe. Il existe aussi sur effectivement la sécurité sociale de l'alimentation. Et nous, c'est un peu ce qu'on voulait aussi faire à Copernic. C'est permettre qu'on ait ce débat-là. En fait, c'est de refaire que le logement est notre proposition, mais qui est une proposition qu'on met sur la table et qui il faut qu'elle soit débattue. Et en fait, c'est un peu aussi l'intention de ce livre. L'idée de l'avoir, en tout cas, présenté sous cette forme-là, j'ai pas d'avis tranché sur cette question, mais l'idée de l'avoir présenté sous cette forme-là, c'est parce que pour nous, il y a quand même un enjeu avec le logement, ça soit un sujet à part entière. Et que la gauche et le mouvement social, on s'empare des politiques du logement, parce que pour nous c'est transversal et c'est au cœur de tout, et qu'il y aura pas de projet d'émancipation possible si en fait on n'a pas une politique du logement qui tient la route, et que ça permet de penser l'émancipation de l'intime au collectif, de parler du logement. Donc du coup c'est pour ça que nous on la présente sous cette forme-là, parce que c'est un enjeu à part entière, comme en fait la santé ça a été considéré comme un enjeu à part entière à un moment, et pour le coup le mouvement social et la gauche s'est saisi des enjeux de santé et on a fait un projet politique fort. Nous, on voulait faire la même chose pour le logement. Et après, nous, notre constat, c'est que on parle pas assez de logement et on parle plus assez de fond et de qu'est-ce qu'on veut faire pour le logement. Et donc, notre livre, il souhaite participer à remettre du débat autour de propositions. C'est une petite pierre dans tout ce qui peut être fait, mais du coup l'idée c'est que ça puisse être débattu et qu'on voit ce qui est la meilleure chose à faire. Pour les quelques minutes qui nous restent, qu'est-ce que vous voulez dire à nos auditeurs sur éventuellement d'autres solutions ou peut-être une conclusion provisoire puisque notre émission va bientôt se terminer? Moi, ce que je voudrais dire aux gens, c'est que il faut se mêler de la politique du logement, parce que si on s'en mêle pas, elle s'en mêle pour nous, et que par ailleurs, actuellement, on est quand même dans une période de montée des idées fascistes et de l'extrême droite, et que il y a une colère légitime autour du logement, mais que faut s'en mêler, parce que notamment le Rassemblement national est en train de se saisir de cette question-là, et que sur une colère qui est légitime, ils la détournent sur des enjeux identitaires, comme ils le font toujours, alors que derrière, leur politique, c'est clairement une politique de classe. Ils remettent pas du tout en question ce qui est en train d'être mené derrière actuellement, et ils proposent la politique qu'ils proposent, c'est encore une politique qui va favoriser les multipropriétaires au détriment de l'ensemble du reste de la population, quoi. Donc c'est vraiment important qu'on se détourne pas de ces questions-là et qu'on arrive à en faire un sujet de mobilisation collective, notamment aussi parce que c'est à l'intersection de tout, en fait, des questions des inégalités sociales, des questions de classe, de race, et donc voilà. Moi, j'appelle vraiment toutes celles et ceux qui nous écoutent à se saisir des questions de logement, à se mobiliser dessus, parce que ça peut être un projet d'émancipation, comme ça peut être un projet réactionnaire et conservateur, et que l'extrême droite, en tout cas, elle a bien compris qu'il y avait un truc à faire sur les questions de logement, et elle s'en saisit. Donc en fait, lier les politiques sociales avec la politique du logement. Exactement. C'est bien ça. Ça va de pair. Ouais. Voilà. Eh bien, merci Margot Aldebert. Merci à vous. De votre participation. Pour nos auditeurs, nous rappelons donc la Fondation Copernic a sorti donc un livre qu'il faut l'acheter. 7,50 €, c'est pas très cher. Voilà, c'est accessible. C'est accessible, voilà. Et donc, mais également rappeler à nos auditeurs que cette émission, elle lit Radio Ems avec Respublica, et que les articles de Respublica peuvent être lus sur notre site, donc www.gaucherépublicaine.org. Voilà, pour Respublica. Voilà. Ça, c'est pour plein d'articles sur le logement. Voilà, et il y a également Radio Ems, donc que l'on peut également
écouter sur l'appli mobile. Voilà, mais également Bernard n'a pas l'habitude, hein, vous vous voilà. rendez compte, chers auditrices et auditeurs. On fait un petit coucou. RadioEms.fr quand même. Voilà, radioms.fr, exactement. Vous retrouvez l'application ou depuis votre ordinateur ou une tablette pour écouter la radio. Cette émission, vous pourrez l'écouter aussi en replay sur le podcast EducPod de Respublica et sur la plateforme d'écoute des podcasts de Radio Ems et toutes les plateformes d'écoute d'ailleurs. On fait un petit coucou à Philippe qui nous a quand même un peu manqué aujourd'hui et merci Margot et puis on salue notre public. On avait une personne dans le public, donc merci Sébastien pour ton écoute, ta patience et ton silence. Voilà, on n'a pas du tout entendu. Donc merci à toutes et tous et à bientôt et on espère avec Philippe la prochaine fois.